Sans plus tarder, je me tourne vers Marc Lévy, directeur de la prospective au GRET, alors que c'est une ONG que vous connaissez, une ONG qui se dit professionnelle, qui intervient dans une trentaine de pays, à travers 150 projets par an. Vous avez pratiquement 40 ans, je parle de l'association, mais vous pourriez tout autant revendiquer cet âge-là, Marc Lévy. Alors, Marc Lévy, vous me disiez, la première chose, et je vous laisse préciser, la première chose à avoir en tête, c'est que si on veut comprendre la solidarité dans le monde contemporain et comment son apport aux enjeux de société, il faut sortir de la vision nord-sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, ce qui me semblait, c'était que la première chose qui caractérisait l'évolution de notre période, c'était l'obsolescence de cette notion d'opposition nord-sud. Alors je pense que tout le monde en est très très conscient, mais il faut quand même insister là-dessus parce que ça continue d'être utilisé. Alors c'est vrai que l'expression est commode et qu'on n'en a pas trouvé vraiment d'autres aussi lapidaires, et donc on continue de parler d'opposition nord-sud. Mais il n'empêche que malgré le côté commode de la chose, je pense que subsiste néanmoins encore quelques aspects de cette relation que l'on appelait à une époque une relation d'aide, parce que derrière Nord-Sud, il y avait cette idée du Nord qui aide le Sud, et au profit d'une notion de partenariat. Aujourd'hui, tout le monde est dans le partenariat, qui justement a été substituée pour retirer à l'inégalité de cette relation du Nord qui aide le Sud, qui commence à être complètement obsolète, à le substituer une relation beaucoup plus égalitaire, en tout cas entre pairs. Bon, et néanmoins, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que la relation partenariale, premièrement, elle reste fortement inégalitaire, et puis d'autre part, elle n'annule pas, et particulièrement dans nos relations avec le continent africain, parce que quand on est en Asie, en Amérique latine, c'est quand même pas la même chose, mais particulièrement dans les relations avec le continent africain, on continue d'avoir des relations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait quand on parlait de Nord-Sud. Donc je pense qu'il faut enfoncer le clou et dire qu'on est passé dans un monde qui, à mon avis, ne se caractérise pas du tout géopolitiquement en termes d'opposition Nord-Sud. Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont venus bousculer ça. D'abord, il y a des pays émergents ou des pays à revenus intermédiaires qui sont, comme on disait à l'époque, qui sont sortis du sous-développement et qui aujourd'hui sont même considérés pour certains comme les locomotives de l'économie mondiale. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont au nord, ils sont au sud, donc ils sont quand même venus perturber très fortement cette opposition. Je pense que d'autre part, les questions d'inégalité interne au pays sont venues bousculer ces soi-disant frontières entre pays riches et pays pauvres. C'est-à-dire que la pauvreté, premièrement, traverse nos propres sociétés et dans des proportions que l'on n'imaginait pas, alors que pendant ce temps-là, y compris dans les pays qui se revendiquent comme pauvres, en particulier peut-être des fois parce qu'il est plus intéressant d'avoir l'étiquette PMA que l'étiquette PRI, mais malgré tout, au sein de ces pays-là, on sait très bien qu'il y a des richesses accumulées considérables. Donc les frontières de la richesse et de la pauvreté ne sont pas les frontières géographiques. Donc parler, là encore, en termes de Nord-Sud, ne décrit absolument pas ce phénomène-là, ne prend pas en compte la montée des inégalités internes dans les pays, et en particulier dans les pays, entre guillemets, pauvres. Et puis troisièmement, qui est une vieille chose, mais qu'il faut quand même constamment rappeler, c'est que la situation de ces pays-là, elle relève fondamentalement de la responsabilité des dirigeants. Donc quand on parle de Nord-Sud, c'est encore une façon de véhiculer cette idée que le Nord a une responsabilité par rapport à la situation des pays du Sud. Alors, c'est pas faux, il suffit de regarder l'état du commerce international, mais ça évite aussi de montrer du doigt la responsabilité des dirigeants de ces pays qui, depuis les années 60, sont au pouvoir depuis 40 ans, donc ce qui se passe, c'est quand même pas totalement en dehors de leur responsabilité. Donc je pense qu'il faut arrêter avec cette opposition nord-sud et il faut la remplacer par quelque chose que peut-être le terme d'interdépendance vient un peu illustrer et par conséquent ce qui signifie que si on coopère,
parce que alors, il faut défendre la nécessité de la coopération. Si on coopère, c'est certes par solidarité, vis-à-vis des zones de conflit, vis-à-vis du... Il y a quand même encore plus d'1 milliard de personnes en situation de pauvreté. C'est aussi parce que donc il y a des inégalités qui ont besoin de cette solidarité-là. Mais si on coopère au nom de tous ces objectifs-là, c'est parce que on a un sens de la solidarité, mais on a aussi un sens de l'intérêt mutuel. C'est-à-dire que cette solidarité fait partie de notre intérêt. Et je pense que substituer cette vision-là des choses de la coopération, je pense, nous permet d'envisager de faire face à la situation du monde telle qu'elle s'est développée aujourd'hui et non pas telle qu'elle était dans les années 70. Une question avant de poursuivre avec Stéphanie Rizet et à laquelle vous pourrez répondre brièvement, quitte à y revenir dans les débats qui suivront. C'est, on comprend bien l'expertise que vous êtes, le diagnostic, combien vous pouvez nous être utile pour comprendre la nouvelle configuration du monde, mais en sens inverse, comment ça vous bouscule vous-même dans votre organisation, vos pratiques? Je dis ça parce que sur votre site extrêmement riche, etc., je vois qu'on se réfère encore aux populations du Sud, etc., que ce logiciel, si je puis dire, continue à être à l'œuvre dans votre manière d'appréhender ou de présenter vos activités. Alors, la question est peut-être un peu lourde, large, etc., mais peut-être des premiers éléments d'information, de réponse. Non, mais ce qui peut donner du crédit à ce que je dis, c'est que ce débat-là traverse ma propre organisation. Voilà. Donc, on n'est pas plus malin que les autres et on est, je pense, aussi victime de cette obsolescence qu'on n'arrive pas complètement à surmonter et à faire valoir autrement, soit à travers les propos généraux que l'on porte, soit à travers les pratiques. On vient pendant l'année 2013, on a passé avec tous nos collègues de ce qu'on appelle le groupe Initiative, de mener toute une réflexion sur le partenariat, justement en partant de cette hypothèse, en disant ce partenariat, qui est un mot vertueux a priori, on fait l'hypothèse qu'en fait, il est beaucoup plus déséquilibré qu'on ne le prétend. Et par conséquent, il y a besoin de réviser nos pratiques, parce que s'il reste déséquilibré, c'est-à-dire, ça veut dire quoi déséquilibré? Ça veut dire qu'en fait, on continue, avec la complicité des bailleurs qui préfèrent que ce soit nous qui signons les contrats plutôt que les collègues, on continue d'utiliser cette position de signataire des contrats comme en fait une position de leadership politique. Donc on ne reconnaît pas à nos partenaires la souveraineté qui devrait être la leur sur les opérations conduites et on se met dans cette posture de suprématie. Et je pourrais en dire évidemment plus, mais voilà typiquement un exemple qui montre qu'on continue, alors certes avec des discours et des états d'esprit qui ont quand même changé, mais on continue avec des bonnes raisons et pour des causes soi-disant objectives, on continue d'être dans des relations qui ne sont pas au fond partenariales, en tout cas pas suffisamment, donc là il y a des pratiques à faire évoluer. C'est un exemple. Est-ce que vous pouvez passer le micro qui nous a permis d'enregistrer vos paroles à Stéphanie Rizet? Alors, Stéphanie Rizet, nous connaissions, je connaissais bien évidemment le mouvement associatif que vous représentez ici au titre de conseillère technique bénévolat et volontariat. Juste une incise, c'est que j'étais extrêmement impressionné par le nombre d'associations que vous fédérez. On peut lire le chiffre de 600 000 sur votre site. Alors, si vous pouviez confirmer par la même occasion, mais surtout répondre à la question, c'est-à-dire comment votre appréhension des solidarités de France et du reste du monde vous aide à répondre aux enjeux de la société actuelle. Très bien. Donc, le mouvement associatif est un regroupement de coordinations associatives. Bien sûr. Donc, le mouvement associatif représente ce qu'on appelle le monde associatif organisé chez nous, c'est-à-dire fédéré, regroupé dans des coordinations ou des groupements qui sont organisés de manière sectorielle, le sanitaire et social, le sport, la culture, etc. Et donc toutes ces grandes coordinations et les ONG à travers Coordination Sud sont elles-mêmes regroupées dans une coordination de coordination qui est le mouvement associatif. Donc le mouvement associatif se veut l'interlocuteur des pouvoirs publics et d'autres acteurs de la société civile pour toutes les questions qui sont transversales au monde associatif, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire les questions de modèle économique, etc. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui et qu'on dit que le mouvement associatif représente 600 000 associations en France.
La demande qui m'était faite était d'aborder la question des enjeux de solidarité plutôt nationale, enfin Oui, en tout à France. fait. L'idée étant que les volontaires partent, mais qu'ils reviennent et que ce va-et-vient est aussi un apport pour la société française. Du coup, la question était finalement quels sont les grands défis auxquels le monde associatif va devoir répondre dans les années qui viennent et auxquels donc, ces volontaires seront en mesure de contribuer. Ces défis, finalement, ils sont ceux de la société tout entière. Hein. Les enjeux auxquels le monde associatif va être confronté sont ceux de la société. Peut-être on peut mettre en avant d'abord un enjeu qui est celui de la crise démocratique que nous traversons actuellement, dont les symptômes sont très, très nombreux. Abstentionnisme en haute, vote protestataire, vote sanction, vote à l'extrême droite, affaiblissement de la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques, sentiment d'impuissance face à la crise économique, etc. Il y a énormément de symptômes de cette crise. Et c'est certainement un enjeu très important pour le monde associatif, parce que les associations sont des espaces d'apprentissage et d'exercice de la citoyenneté, sont des espaces délibératifs, et que certainement que c'est un enjeu pour le monde associatif que de contribuer à résoudre cette crise démocratique, ce qui nécessite bien sûr une réflexion sur l'articulation entre démocratie représentative et démocratie participative. C'est certainement, à mon avis, le premier enjeu le plus transversal peut-être auquel le monde associatif peut contribuer à répondre, ce qui lui pose à lui une question essentielle, qui est que, en tout cas dans beaucoup de coordinations, dans beaucoup d'associations, la question de la professionnalisation, de la rationalisation de l'activité a fait que le profil des bénévoles et des volontaires a également changé, et que cette professionnalisation pose la question de est-ce qu'on va être en mesure d'accueillir en tant que bénévole dans nos structures toute la diversité de la société, c'est-à-dire et pas uniquement des bac plus 5 ou des gens qualifiés, des gens... voilà. Est-ce qu'on est capable de faire une place à des jeunes, à des vieux, à des gens issus de milieux populaires, à des gens pas compétents a priori? Est-ce qu'on est encore en mesure de les former, etc. Donc il y a une vraie question du côté du monde associatif, et peut-être que c'est pour lui le premier enjeu, il me semble, pour qu'il soit en mesure après de répondre à d'autres questions. C'est l'enjeu qui déterminera sa capacité à répondre aux autres défis finalement auxquels notre société est confrontée. Bon, on peut les rappeler très rapidement, mais c'est un peu café du commerce, hein, qui sont des enjeux démographiques avec le vieillissement de nos populations, qui sont des enjeux liés à la crise économique avec l'augmentation des inégalités sociales et de la pauvreté, et qui sont aussi des enjeux écologiques. Voilà un peu grossièrement, peut-être très rapidement, ce que je peux dire. C'est mieux que du café de commerce, hein, parce que je pense que vous faites la synthèse d'un diagnostic que d'autres peuvent faire, comme par exemple peut-être Louise Avon, au titre de ses responsabilités de présidente du CLONG international. Merci beaucoup. J'ai bien fait de parler au début parce que c'était très intéressant, et je peux dire déjà que je souscris tout à fait à l'analyse de M. Lévy. Et puis, bien sûr, le CLONG est particulièrement sensible aux préoccupations du mouvement associatif. Moi, j'avais... Pardon. Oui. Ah non, c'est pas du tout anachronique. C'est un acronyme. C'est un sigle qui signifie Comité de liaison des ONG de volontariat. Et le nom complet, c'est CLONG Volontariat. Voilà, qui rassemble 14 ONG d'envoi de volontaires, entre autres activités, et qui s'intéresse particulièrement à ce qu'est un volontaire et à ce qu'est un engagement en solidarité internationale. Et donc, moi, c'est de cela que je voulais vous parler, en termes de prospective, et en particulier de l'aspect du retour des volontaires. Je pense que les associations qui portent des volontaires leur assignent une mission, mais la mission est loin d'épuiser toute la responsabilité de ces associations et de la responsabilité même du volontaire.
Je pense que les associations ont pour rôle d'abord d'accompagner ce volontaire dans son choix. Ils le font déjà en sélectionnant, puisque nous savons qu'il y a plus de candidats que de volontaires et pour lesquels on a les moyens de les envoyer. Ces associations doivent convaincre des donateurs, et ils doivent faire attention à cela. Ils ont des partenaires qui sont dans les pays où la mission doit être réalisée. Donc il y a tout un équilibre. Ils ont des salariés qui aussi sont impliqués dans cet engagement. Et donc, j'ai dit une sorte de, ce qu'on peut appeler le management responsable, qui associe tous ces aspects du rôle des associations, qui me paraît très important. Le volontaire étant évidemment le personnage important autour duquel gravitent ces différents partenaires. Et il me semble que l'État, quand il invente des statuts, a bien pris en compte, sous d'ailleurs la pression aussi de ces associations, l'aspect bien sûr d'accompagnement sur le terrain, l'aspect même de préparation au départ, mais ne prend pas vraiment en compte l'aspect retour. Et si on parle d'utilité sociale, je pense qu'il faudrait vraiment travailler davantage sur cet aspect retour. Parce qu'un jeune qui s'engage pour un séjour, pour moi, engagement, ça veut dire une durée minimale de plusieurs mois. Sinon, je n'appelle pas ça un engagement, j'appelle ça une activité. Voilà. Un engagement, ça veut dire que c'est la personne qui se met en jeu pour faire quelque chose. Il est dans un certain état, il a une famille, un entourage, un travail peut-être, etc. Et il part, et il va être transformé par ce séjour, par sa mission, par les contacts qu'il aura, par les gens qu'il rencontre, par la culture qu'il va probablement découvrir. Et je veux dire, il y a le contre-choc culturel au retour aussi. Et je pense que cet aspect-là, les associations, bien souvent, n'ont pas suffisamment les moyens de les prendre en compte. Bien sûr, moyens financiers, mais aussi les moyens humains. Enfin, les deux sont un peu liés, parce qu'ils avaient plus de moyens financiers, ils pourraient davantage recourir à ces moyens humains. D'accompagnement, pas seulement pour, peut-être, bien sûr, il y a des week-ends de retour qui sont plus des retrouvailles qu'autre chose. Un moyen plus personnalisé d'accompagner précisément le volontaire dans comment tu vas continuer à être utile. Tu peux continuer à être utile socialement, etc. Bon, bien sûr, il y a les problèmes personnels qu'il va rencontrer, qu'il faut prendre en compte. Donc ça demande un accompagnement assez sur la durée là aussi, et qui saisisse bien les enjeux de ce que le volontaire est devenu, pas de ce qu'il était au départ, de ce qu'il est devenu. Parce qu'il va rencontrer de l'incompréhension au retour. Il a vécu des choses que son milieu ne va pas vraiment comprendre, que tous ceux, au-delà des volontaires, tous ceux qui ont été expatriés dans un esprit de solidarité, savent bien que c'est très difficile de partager au retour. Alors ne parlons pas des humanitaires, pour lesquels c'est encore plus difficile, je pense, de pouvoir transmettre quelque chose. Donc ce que je veux dire, c'est que l'utilité sociale, pour moi, elle est évidente, elle est souhaitable. Je ne m'arrête pas sur la question quantitative, évidemment, plus il y aura de volontaires qui s'engagent en solidarité internationale, mieux ce sera. Mais sur l'aspect, elle n'est pas automatique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Elle n'est pas automatique. Et donc, ça demande un accompagnement, et un accompagnement suffisamment personnalisé qui tienne compte de ce qu'est le volontaire, de ce qu'il est devenu, et de quel peut être son projet pour continuer à s'engager. Parce que c'est bien encore d'engagement qu'il s'agit si on veut parler d'utilité sociale. Merci Louise Avon. Alors, de la tribune
d'où je suis et comme de la salle, ce qui frappe, c'est que, bon, on imagine que vous connaissez les uns les autres, au point que justement on peut se passer de rappeler le déroulé de certains acronymes. Hein, désolé, on le fera systématiquement désormais. Mais ce qui frappe, c'est la convergence, hein, néanmoins, des analyses, même si vous, Louise Avon, avez mis la focale sur la problématique du retour. Alors, ce qui sera intéressant après, c'est de voir comment vous saisissez ou pas de cette notion d'utilité sociale que la démarche prospective a souhaité mettre en avant. Poursuivons avec comment Joël Girard, alors, qui représentait ici le mouvement ATD Quart Monde, représenté hier en la personne de Bruno Dulac. Vous le représentez à travers le programme volontaire Terre et Hommes de demain. Vous qui travaillez non pas sur la pauvreté, mais l'extrême pauvreté, au fond, est-ce que vous faites le même constat concernant la solidarité, votre expérience en la matière et la façon dont votre expérience peut aider à répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui? Merci. Bonjour. Voilà, donc peut-être je voulais redire un petit peu avant. J'avais envie de reprendre une phrase de Joseph Brzezinski, qui est le fondateur d'ATD Quart Monde. Et donc le mouvement ATD Quart Monde est bien né en France, voilà, en s'associant avec des familles vivant dans l'extrême pauvreté. Et il redisait: une société qui a le droit de laisser un seul homme sans travail, sans écriture, sans logement, sans participation politique. Demain, c'est une société, une école sans plancher, et des enfants, des hommes peuvent échapper par le bas. Les riches réussiront sans doute à s'accrocher, les humbles, les personnes et familles sans grande réserve tomberont dans l'abîme. Et c'est sûr que, voilà, en partant de cette question de l'utilité sociale, à partir de notre regard et de notre expérience à ATD Quart Monde, j'avais envie de dire deux choses. Il y en a une, qui est liée à ce que nous vivons en France et qui est ce besoin de liberté d'aller à la rencontre des personnes les plus pauvres, que nous donne le volontariat. Donc, à la fois dans le mouvement, il y a ce qu'on appelle les volontaires qui sont des gens qui s'engagent dans la durée, et pas seulement pour une mission, mais pour durer davantage. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les alliés, qui sont plutôt des bénévoles, mais qui s'engagent aussi dans ce même chemin. Et puis, il y a aussi les militants Quart Monde, qui sont des gens qui ont connu ou qui connaissent encore une situation de misère, mais qui avec ce qu'ils sont, avec leur vie, s'engagent aussi pour d'autres. Et d'avoir cette liberté d'aller à la rencontre des personnes, c'est aussi se donner un espace de liberté pour reconnaître la dignité de chacun. Et ça, voilà, c'était la première chose qui me venait en tête quand on parlait d'utilité sociale du volontariat. Et la deuxième chose qui me venait en tête, c'est quelque chose qui est justement lié aux volontaires qui partent à l'international. Et notre société, qui est dite riche, elle n'a pas résolu justement la question ni de la pauvreté, ni de la grande pauvreté. Et si on veut avoir une légitimité pour aller avec ces questions-là dans d'autres pays, la moindre des choses, c'est, nous semble-t-il, de rester conscient de ce qui se passe ici. Voilà, c'était un peu ce que j'avais. Parfait. Je trouve que ça fait écho au propos de Marc Lévy en préambule de cette table ronde.